Bonjour à toutes et tous. Encore une fois, ravie de vous accueillir pour le rendez-vous IFTH mensuel. En ce mois de février, on a choisi de coller à l'actualité de la filière, puisque nous avons choisi de parler de nouveau de durabilité physique. Voilà, pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez déjà que le sujet il est crucial pour la filière, il est vraiment central au sein de l'IFTH. Alors, le thème est vaste, donc aujourd'hui le focus portera sur finalement ce qui va impacter le marché, en tout cas la mise sur le marché, c'est-à-dire la normalisation et quelque chose qui est très important pour la filière sont les éco-modulations qui ont été mises en place il y a déjà quelques temps par Rivation et l'actualisation 2025 de ces éco-modulations. Aujourd'hui, nous avons deux intervenantes que vous connaissez bien, pour celles et ceux qui nous suivent aussi. Donc, nous aurons Gaëlle Courage, qui est chef de projet R&D et qui est en particulier le pilote de l'initiative Durabi, et Carole Garbowski, que vous connaissez puisqu'elle intervient très, très régulièrement sur tout ce qui est réglementation française et européenne, qui est une grosse partie de son domaine d'expertise. Les questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser via le chat durant l'intervention, nous y répondrons à la fin. Puis je crois que j'ai fait le tour et je crois que c'est Gaëlle qui commence. Si tu veux bien prendre la main. Allez. Hop, on a les micros ouverts. Impeccable. C'est tout bon. Et là, c'est tout bon, le slide, il a changé? Nadège? Ouais. Parfait. Bon, bonjour à tous, bienvenue. Donc, effectivement, c'est Gaëlle qui va démarrer en démarrant en rappelant un petit peu le contexte autour de la robustesse, la durabilité physique. Voilà. Allez, je prends la main. Bonjour à tous. Merci d'être présents aussi nombreux. C'est chouette de vous retrouver et c'est un honneur pour moi de vous expliquer jusqu'où sont allés les résultats du Rabi, jusqu'où ils vont. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis en R&D à l'IFTH depuis toujours, depuis 15 ans. Et je travaille particulièrement en analyse sensorielle et depuis quelques années sur la durabilité physique, où effectivement on a porté ce projet Durabi qui avait pour but de développer des référentiels pour répondre aux attentes gouvernementales et environnementales. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, en 2019, c'est à ce moment-là que principalement la mode a été remise en question sur son impact environnemental notamment. Et là, la filière était force de proposition. Donc, à partir de là, on a commencé à se structurer, à échanger et à essayer d'identifier les premières choses à mettre en place. Et en 2020, le BNITH, donc le Bureau de normalisation des industries textiles et habillement, donc tout ce qui régit les normes textiles et habillement en France, et la Fédération Maille, Lingerie et Balnéaire, que je salue, ont été à l'initiative de cette création de projet et ont proposé à ce qu'un projet de norme soit rédigé, un projet de norme expérimental, afin de définir des règles, définir la durabilité physique et partager ces résultats, notamment à l'époque avec le PEF qui était déjà en place et qui travaillait sur la question et avait besoin d'éclairage, si je puis dire. Et à ce moment-là, il y a une première lettre que vous pouvez voir ici sur la slide qui a été diffusée justement pour parler de ces travaux, de cette initiative et de ce besoin-là. Et en 2021, on a eu aussi une validation de cette proposition IFTH, du coup, par le CSF, donc le Conseil stratégique de la filière Modélux, pour valider l'initiative Durabi, lancer cette étude d'ampleur pour avoir des recommandations et des référentiels harmonisés et robustes au sein des différentes catégories de produits et au sein de l'industrie finalement, que ce soit nationalement et aussi au niveau international le plus possible. Donc en mars 2022, on a lancé le projet Durabi. Vous le savez, pour ceux qui connaissent ce projet, il a une envergure unique au monde avec vraiment des bases de données assez riches. L'idée, c'était de cadrer l'évaluation de la durée de vie technique des articles textiles d'habillement, donc leur durabilité physique,
en intégrant l'usage des consommateurs. Et on s'est basé pour ça sur des protocoles et des données tangibles issus d'essais sur des vrais articles textiles que vous nous avez transmis avec 80 marques partenaires, 350 articles testés. Et ça nous a permis de mettre en place des référentiels et des recommandations. Et on a intégré pour ça le retour de 47 000 consommateurs. Donc, on a permis, avec Durabi, de rassembler les industriels, les marques et les différents laboratoires nationaux autour d'une même ambition. Et c'était déjà un premier succès. Donc, à la fin de ce projet, c'est-à-dire finalement il y a quelques mois, semaines, on a mis en place beaucoup de résultats et on les a poussés donc, petit à petit au niveau de la normalisation, puisque c'est elle, au départ, qui était commanditaire de ce projet, de cette étude et qui avait les premiers besoins. Donc, au niveau de la filière française, on travaille avec la commission produits textiles du BNITH. Et c'est cette commission-là, on a mis en place un premier document, NFG 3013, qui traite de la durabilité des articles textiles d'habillement et du linge de maison. Donc ce document et ce groupe de travail est en cours. En octobre 2020, on a démarré un projet de norme. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement ce besoin de données robustes et d'études terrain. Donc on a lancé Durabi. Et puis fin 2023, on a commencé à abreuver le groupe de travail avec les premiers résultats. Donc les travaux de rédaction ont repris. Et puis on a finalement décidé de créer une vraie norme et plus seulement un document expérimental, de créer 13 parties qui intègrent chacune des catégories de produits testés dans Durabi. Et ainsi que des exemples et des modèles pour pouvoir bien expliquer comment on quantifie la durabilité physique d'un produit, comment on parvient à sa notation et par quel test et selon quelles recommandations. Donc, tout est expliqué dans ces documents-là, notamment dans la partie 1 qui parle des principes généraux. Et la partie 2, c'est l'exemple pour la catégorie t-shirt. Donc en novembre, on a lancé une consultation publique sur ces deux parties-là qui ont été rédigées et vérifiées. Et ces deux parties-là ont été finalisées, sont en cours de publication. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que d'ici un mois à peu près, le temps que l'AFNOR publie ces documents, vous aurez dans les mains les deux premiers chapitres, j'allais dire, de la norme durabilité issue du travail Durabi. Et l'idée, c'est de continuer. Donc, on est en ce moment même en train d'écrire la suite. Donc, comme vous le voyez sur ce tableau, les deux premières sont en cours de publication. Les 4 prochaines sont en rédaction et vont faire l'objet également de consultations. Donc, je vous invite à vraiment suivre le travail du CEN et de ce groupe de travail, puisque vous voyez que dans l'année, il va se passer beaucoup de choses. On a un programme assez complet. Pour de la normalisation, c'est très serré. Et du coup, la prochaine réunion aura lieu le 14 mars et nous allons, en comité du BNITH, vérifier, relire, regarder ces 4 documents-là. Et ensuite, ils passeront en enquête publique. Et enfin, après, nous continuerons sur les autres documents, voilà, par groupe de 4 documents à peu près, histoire pour pouvoir avancer, continuer d'avancer, mais y accorder aussi l'attention nécessaire. Et ces documents sont écrits sur le modèle de l'exemple du t-shirt. Donc, on va reproduire ensuite les consignes. À quoi ça ressemble? En fait, je vous ai mis cette slide pour que vous voyez, vous compreniez vraiment où vous devez cliquer. En fait, ici, vous avez le lien sous la slide qui vous mène vers la commission produits textiles du BNITH. Tout ça, c'est public. Vous n'avez pas besoin d'être au BNITH pour voir ça. Et quand vous cliquez sur le groupe produits textiles, vous arrivez sur les différents travaux en cours. Donc, soit ils sont en conception, soit ils sont en enquête publique, soit ils sont publiés, soit ils sont en réexamen. Et vous allez pouvoir voir où on en est sur chaque document et cliquer pour participer aux enquêtes publiques lorsqu'elles seront ouvertes. Donc là-dessus, vous avez tous un rôle à jouer. Vous pouvez tous voir ce qu'on a rédigé et c'est même important que vous veniez les commenter, que vous veniez incorporer vos commentaires et puis vos conseils aussi si vous en avez sur ces documents-là. Ça sera d'autant plus riche pour donner des documents robustes qui auront pour vocation à être traduits et poussés après au niveau international, on l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour suivre ce qui se passe. Cette année va être assez charnière au niveau de la durabilité, au niveau de la normatif. Donc ça, c'était pour la France. Au niveau européen, on travaille avec le CEN, donc le Comité européen de normalisation. Il y a un groupe de travail donc,
parallèlement à ce qui se passe en France, le TC 248 et le Working Group 39, du coup, 39, permet de travailler l'économie circulaire dans la filière textile-habillement. Il travaille sur la durabilité physique de façon majoritaire. Tous les thèmes sont un peu abordés. Il y a différents documents, je vous montre ça juste après. Mais vraiment, la durabilité physique, c'est le plus important critère. Vous allez voir au niveau du CN, on est sur quelque chose de plus conséquent puisque c'est européen. Donc, il y a 130 experts, même plus que ça, même plus de 16 pays différents. Donc, c'est vraiment, ça réunit tous les experts, les laboratoires, les techniques, les fédérations, les syndicats autour d'une même table. Et j'allais dire, on refait le travail, malheureusement, on refait les débats au niveau, cette fois, européen. Et à nous d'aller apporter notre matière, d'aller prouver nos données, d'aller expliquer nos choix et d'aller diffuser les apprentissages et les connaissances issues de Durabi au niveau européen. Ce groupe-là est piloté par Edwin Maes, donc du Syntex Bell. Et au niveau du calendrier, en mai, ce groupe a été créé. On a présenté Durabi en fin 2023, vraiment succinctement pour leur dire qu'on existe et qu'on était encore en train de travailler à ce moment-là. L'été dernier, on a présenté nos premiers résultats, de mai à juillet, voilà, en plénière, et on a commencé à diffuser les premiers documents et à abreuver un petit peu les discussions. Donner des recommandations, des retours d'expérience. Et là, je continue avec des datas à l'appui, donc qui sont bien sûr anonymisées, mais on commence à partager aussi nos tableaux de bord et vraiment plus de concret pour pouvoir prouver ce qu'on recommande et pour pouvoir faire avancer les débats. Donc, ça sera un petit peu le fer de lance de cette année. Voilà. Donc, pour faire ça, on a sollicité les experts du Rabi, donc j'y vais pas forcément toute seule. J'ai aussi l'aide des collaborateurs du projet. Donc, on a demandé aussi à SGS et aux marques Lacoste et Decathlon qui étaient dans le projet de participer et de prendre part aux travaux du CEN quand elles le peuvent pour pouvoir avoir plus de poids au niveau des débats techniques. Et les premières étapes qui se sont passées en Allemagne à la dernière réunion, on a quand même gagné un petit peu, on a avancé puisque au niveau de la philosophie du Rabi, on a été accepté, c'est-à-dire qu'on part sur l'usage des produits, c'est-à-dire qu'au départ, c'était pas forcément évident pour eux de partir côté usage. Donc il y a des choses qu'on a réussi à faire comprendre. De faire le distinguo aussi avec la qualité initiale, que la durabilité, ça va plus loin, qu'il y a des tests qui sont nécessaires, qu'on ne fait pas forcément en qualité. On a réussi à faire intégrer nos définitions, à harmoniser les catégories de produits. Et c'est des combats qu'on a encore aujourd'hui. Alors, je dis combat, mais ça reste très correct. C'est des débats d'experts, finalement. Et c'est très important de pouvoir avancer, mais tout en prouvant les choses. Donc, il y a un vrai travail à ce niveau-là. Et donc, j'ai intégré différentes commissions. Donc, je vous redis ça sur le slide d'après. Ce sera plus clair. Donc, voici tous les groupes de travail en cours. Finalement, un groupe de travail mènera à un document. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau général, on a un premier document avec les principes généraux. Ensuite, on a un document sur les matières, l'origine des matières premières. Et puis, sur l'ensemble de la circularité. Là, ce document va traiter de tous les R, en fait, finalement. Et là où moi je suis plus pertinente, c'est sur la durabilité physique. Donc j'ai intégré le groupe Clothing, Bed, Bath, Kitchen et Workwear. Donc c'est à cet endroit-là où j'essaie de diffuser encore une fois nos résultats et d'harmoniser les exigences entre chacun des groupes de travail. C'est pas toujours évident. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition du CEN n'est pas tout à fait la même que celle de Durabi. Le CEN, il a pour mission, vous le voyez ici, de développer des documents avec des minimum requirements, c'est-à-dire des seuils d'exigence minimum à atteindre de base. Alors que dans Durabi, on a développé toute une méthode de scoring qui intègre l'ensemble des résultats possibles, du minimum au plus grand. Donc, c'est deux approches un petit peu différentes. Voilà. Si, Carole, tu veux compléter, n'hésite pas. C'est parfait. Et merci pour cette introduction avec un rappel de la genèse du Rabi, comment ça va alimenter des normes françaises, mais également des normes européennes. Donc, beaucoup de travail t'attend, Gaëlle, pour cette année, Voilà. nous attend.
Et là, maintenant, je vais être dans la deuxième partie où on va faire un lien avec tous ces travaux. Concrètement, aujourd'hui, comment ces travaux également peuvent s'appliquer au niveau des écomodulations, plus particulièrement des évolutions des écomodulations qui ont eu lieu en 2025. Alors, un petit rappel sur les écomodulations. Actuellement, jusqu'à présent, jusqu'au 1er janvier 2025, on avait la possibilité d'avoir 3 primes et on va avoir en 2025, c'est rajouté des pénalités. Se sont rajoutées des pénalités. Donc, les 3 primes, je les rappelle brièvement. Une prime sur vos éco-contributions, notamment par rapport à la durabilité physique. Parce que notamment les travaux de Durabi ont permis de nourrir et de moduler, de compléter ces écomodulations. On verra de nouveaux produits sont désormais éligibles. Troisième prime possible, si vous avez des produits qui sont certifiés et labellisés, et donc là, vous avez 8 labels environnementaux qui à votre disposition, EcoCert, référentiel textile, BlueSign, Fairtrade, textile, l'écolabel européen, Demeter, GOTS, Bioré, mais également Cotex Made in Green. Cotex Made in Green, je vous rappelle, c'est un label de traçabilité des produits, c'est un étiquetage physiquement présent sur un produit. Ça permet au consommateur de garantir que son produit a été fabriqué à partir de matières testées vis-à-vis des substances nocives, mais également fabriqué par des entreprises socialement responsables, assurant la sécurité des travailleurs et respectueuses de l'environnement. Donc, grâce à ce label Made in Green, vous pouvez bénéficier d'une prime et sachez qu'IFTH est le représentant exclusif de Cotex en France et si vous êtes intéressé par cette Officiel. labellisation Officiel. En France. Et donc, si vous êtes intéressé par ce label, vous pouvez contacter les équipes Ecotex d'IFTH. Troisième et dernière prime, l'incorporation de fibres recyclées. Effectivement, si vous incorporez des fibres recyclées dans vos produits, alors fibres recyclées issues des déchets TLC post-consommateurs, vous pouvez bénéficier d'une prime. Ce qui est nouveau cette année, c'est l'arrivée de pénalités. Des pénalités relatives à la recyclabilité. Puisqu'effectivement, on va dire que la présence de certains éléments dans les vêtements peut, on va dire, pénaliser le recyclage de ces vêtements. Et donc, cette année, il y a deux pénalités relatives à la recyclabilité. D'une part, lorsqu'il y a présence de fibres métalloplastiques, par exemple l'urex, et d'autre part, si le vêtement comporte des composants électroniques ou électriques, par exemple des diodes qui clignotent, des éléments chauffants, voilà, des parkas chauffantes. Et malheureusement, donc ces vêtements auront une pénalité. Alors, je rentre un peu plus en détail sur ces pénalités de recyclabilité, puisque c'est nouveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ces deux pénalités sont cumulables. Si vous avez un vêtement qui comporte d'une part des fibres métalloplastiques et en plus des éléments électroniques, vous aurez deux pénalités. Alors, quand on parle d'électronique, bien entendu, ça ne concerne pas les composants de traçabilité de type RFID. On est bien sur, par exemple, des éléments chauffants, des diodes, des LED. Quand on parle de métalloplastiques, alors donc ce sont les petites fibres, par exemple de l'urex qui brillent. Ça ne concerne pas bien sûr par exemple les logos sur les vignettes de marque, les strass ou les sequins. On parle bien vraiment d'éléments de métalloplastiques incorporés dans le textile, pas tout ce qui est rajouté par-dessus. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'un produit porteur d'une pénalité n'est plus éligible à une prime. C'est-à-dire que du coup, voilà, vous avez la prime, mais vous ne pouvez pas la compenser par. Vous avez la pénalité, mais vous ne pouvez pas la compenser par une prime. Et concernant cette pénalité, vous n'avez pas pas des affaires. Votre rôle, il est tout simplement de la déclarer. Il est de votre responsabilité de déclarer vos produits concernés. Et on verra un petit peu plus tard, juste le slide d'après, le calendrier applicable.
Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport à déjà tout ce que je viens de vous dire, sachez que effectivement, Refashion a mis en ligne des documents qui vous expliquent tout ça. Vous avez d'une part le guide des écomodulations 2025, où vous retrouverez un complément d'information, et également voilà, le fichier Excel avec toute la nomenclature Refashion qui vous explique les barèmes des primes et pénalités des produits, sur les produits. Alors, en termes de calendrier d'application, rapidement également, par rapport à ces éco-modulations, ceux qui ont déjà versé leurs qui ont déjà payé leurs éco-contributions l'année dernière, on est à peu près sur le même calendrier. Donc, cette année, de janvier jusqu'au 30 novembre 2025, vous transmettez régulièrement vos justificatifs pour avoir des primes et vous déclarez éventuellement les produits qui comporteraient les éléments perturbateurs de recyclage et donc vous déclarez vos pénalités pour les mises en marché de 2025. Tout au long de l'année, donc Refashion va contrôler l'éco-organisme, va contrôler la conformité de vos déclarations et vos justificatifs. Donc n'attendez pas le mois d'octobre pour envoyer tous vos éléments, pensez bien à les envoyer régulièrement, à tester régulièrement vos produits pour du coup fluidifier l'analyse. Et donc, ce qui va se passer, c'est que début d'année prochaine, le premier trimestre 2026, vous allez déclarer par référence vos quantités réellement mises en marché tout au long de l'année 2025. Et au cours du premier et deuxième trimestre, Refashion effectuera des vérifications ciblées, éventuellement pourra faire des audits par un tiers indépendant, préalablement au versement soit de vos primes ou vous facturez éventuellement vos pénalités. Et c'est bien au troisième trimestre que Refashion versera, après ce contrôle, ces vérifications, versera vos primes ou éventuellement vous facturera les pénalités. Donc voilà pour le calendrier d'application des écomodulations. Alors si maintenant on revient un petit peu plus sur les nouveautés qui concernent la durabilité. Alors, focus écomodulation durabilité, donc parmi les nouveautés, ce sont de nouveaux produits éligibles. Grâce à Durabi, grâce à la database de Durabi, Refashion a enrichi sa nomenclature de produits éligibles. Donc désormais, dans les produits éligibles, vous avez les articles du rayon bébé, des vestes, des manteaux, des pantalons, quelques exclusions, néanmoins, les bonnets, écharpes, les couches lavables. Dans les nouveautés également, en termes de produits éligibles, vous pouvez désormais demander des primes de durabilité pour les vestes, les manteaux, les pantalons en maille, les sweatshirts, certains vêtements de travail et les bas collants ont désormais leur éco-modulation durabilité également. En termes de nouveautés, également, Refashion a actualisé et précisé certains points pour vous faciliter les demandes, la gestion de vos demandes d'éco-modulation par rapport à l'éco-modulation durabilité. D'une part, alors, on a vu de nouveaux produits sont éligibles, mais Durabi a permis également d'actualiser certains seuils à atteindre, de compléter les essais. Donc, vous pouvez le retrouver donc, dans les fichiers téléchargeables sur le site internet de Refashion. Vous pourrez donc noter que certaines précisions ont été apportées concernant les essais. Première nouveauté aussi très importante, autre nouveauté très importante à retenir, c'est que désormais les tests sont réalisés sur des produits finis. Les tests ne sont désormais plus acceptés lorsqu'ils sont réalisés sur de la matière, sur des échantillons de tissu par exemple. Donc ce sont uniquement des produits finis qui doivent être testés et au même moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer un rapport d'essai où en janvier, on a testé la stabilité dimensionnelle, en février, la solidité coloris, et au mois de mars, l'abrasion, par exemple. Non, ça, on envoie tout, le produit, et tous les essais sont faits au même moment. Également, très important de noter, c'est que les tests doivent être accrédités 17025. Donc, demandez bien l'accréditation, la portée d'accréditation au laboratoire. Et Refashion fera également des contrôles sur la portée d'accréditation des laboratoires qui feront les essais. Et vous devez avoir cette accréditation sur au moins 60% des essais par famille de produits. Donc, effectivement, soyez très attentifs sur vos rapports d'essai. Si les essais ne sont pas du tout accrédités, malheureusement, ils ne seront pas retenus par Refashion.
Dans les ajustements également, précisions qui ont été apportées, sachez qu'au niveau des lavages, puisqu'on fait un test de durabilité à l'usage, il y a des lavages qui sont faits très souvent. Les lavages séchage sont bien normalisés selon la norme ISO 6330, alors qu'auparavant étaient tolérés des tests avec des machines à laver, des méthodes d'essai internes. Donc ça non plus, ce n'est plus accepté. Donc, soyez très, très vigilants à ce que le laboratoire réalise bien les pré-traitements de lavage selon la norme ISO 6330 et éventuellement selon l'ISO 3175 quand c'est du nettoyage à sec. Des précisions également ont été apportées quand vous faites face à une non-conformité. Si un résultat est non conforme, que se passe-t-il, comment on le traite? Et donc Henry Fashion vous explique, voilà, il va falloir relancer tous les tests sur le vêtement. Vous avez éventuellement des dérogations possibles si le test est relancé dans le même laboratoire, notamment par exemple sur des solidités colorées. Ça, vous pourrez éventuellement faire juste un retest, on va dire, sur certains essais. Des précisions également ont été apportées sur comment gérer les gammes produits, par exemple des produits similaires à un t-shirt avec manches longues ou à manches courtes. Alors, vous ne devez pas refaire tous les essais sur le t-shirt manches courtes, tous les essais sur le t-shirt manches longues. Simplement, vous allez envoyer au laboratoire, si les deux t-shirts, bien sûr, sont similaires en termes de matériaux et coloris, hein, vous allez envoyer au laboratoire un échantillonnage de t-shirt manches courtes, un échantillonnage de t-shirt manches longues. Le laboratoire fera le picking parmi ces deux références. Les deux références apparaîtront sur le rapport d'essai et donc les essais seront faits de manière aléatoire sur ces deux références. Comme ça, vous aurez bien un rapport d'essai pour ces deux références où les deux références apparaîtront, mais on ne double pas le coût du coût des essais. Et puis, des petites précisions ont également été apportées concernant le multi-sourcing d'une même référence. Si par exemple, vous avez une même référence qui peut être produite sur 2 sites différents, et si majoritairement, en grande majorité, un site va produire votre référence, Refashion acceptera effectivement que vous réalisiez les essais sur celui qui est au lieu de fabrication majoritaire. Dans tous les cas, pour tout ce qui est multi-sourcing, je vous engage à prendre contact avec Refashion préalablement pour bien gérer vos essais de gamme. Dans les nouveautés, également un assouplissement en termes de tests sur les gammes de coloris. Puisqu'effectivement, certains produits peuvent être disponibles dans une multitude de coloris. Donc, sachez que tous vos coloris doivent bien être déclarés auprès de Refashion, hein. Vous devez tous les déclarer, mais il n'est plus nécessaire de retester chaque coloris désormais. Donc, Refashion vous propose un petit tableau où il explique, voilà, en fonction du nombre de coloris que vous allez déclarer, il y aura des règles de sélection où on fera les essais, par exemple, uniquement sur certains coloris. Par exemple, je prends un exemple, si vous avez 6 coloris dans votre gamme, donc on se situe dans le petit tableau sur la deuxième ligne, le nombre de coloris de 4 à 6, donc le nombre de produits à tester en termes de coloris, vous aurez deux produits à tester, deux coloris à tester, à savoir le coloris le plus sombre et le coloris le plus clair. Donc voilà, ça aussi, tout dans un souci de simplification et de réduction des coûts. Sachez que néanmoins, si un coloris dans votre sélection, si un coloris est non conforme, voilà, l'optimisation n'est plus possible. Donc, dans le cas où vous avez par exemple 6 coloris, sur une des deux coloris, si le sombre n'est pas conforme, et là donc patatras, l'optimisation n'est plus possible et vous allez devoir retester quand même chaque coloris. Pour chaque nouveau coloris qui serait éventuellement retesté, si vous rajoutez un coloris, à chaque fois, par contre, tous les tests associés au type de produit concerné devront être réalisés lorsque vous rajoutez des coloris après avoir déclaré.
Dans les nouveautés également, des précisions ont été apportées concernant la mesure de stabilité dimensionnelle à l'entretien. Alors, la stabilité dimensionnelle à l'entretien, c'est comment éventuellement votre vêtement rétrécit ou lavage ou s'agrandit. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que dans la norme, il n'est pas forcément précisé combien de mesures doivent être prises et surtout à quel endroit ces mesures doivent être prises. Et là aussi, grâce à Durabi, on a maintenant un enrichissement, on a une expérience sur toutes ces stabilités dimensionnelles et vous retrouvez désormais dans le fichier Excel de Refashion les endroits où les prises de mesures seront réalisées pour mesurer la stabilité dimensionnelle à l'entretien de vos vêtements. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir déjà combien de mesures sont prises et puis ça peut éviter du coup les divergences de notation entre laboratoires. Donc voilà, je rappelle que tous ces éléments sont clairement expliqués et détaillés dans les fichiers téléchargeables sur le site internet de Refashion. Et en plus, c'est très bien, c'est génial, ils sont en français et en anglais. Donc vous pouvez les partager au sein de vos entreprises, de vos fournisseurs. Le fichier Excel éco-modulation durabilité test et seuil vous redonne notamment tout ce que je vous ai expliqué sur la stabilité dimensionnelle, vous redonne également le petit tableau détaillé avec les coloris, les règles de sélection des tests coloris à faire. Voilà. Donc je vous invite à très vite aller sur le site internet de Refashion pour télécharger ces documents. Voilà, donc j'en ai terminé sur les explications des nouveautés sur l'éco-modulation durabilité. Et avant de passer donc à notre petite conclusion, je tenais à rappeler également que dans le cadre de la loi AGEC, il est indiqué que pour les entreprises qui atteignent un seuil de 10 millions d'euros et qui mettent, je crois, c'est au moins 10 000 unités produites sur le marché français, doivent publier un certain nombre d'informations sur une fiche dématérialisée, une fiche relative aux caractéristiques environnementales de vos produits. Et donc, sur cette fiche, vous devez indiquer vos primes et vos éventuelles pénalités. Donc, n'oubliez pas de compléter, corriger vos fiches si elles sont d'ores et déjà disponibles et sachez que le seuil des entreprises devant publier cette fiche est désormais de 10 millions puisqu'il y avait trois phases et la troisième et dernière phase est atteinte depuis le 1er janvier 2025. Voilà, donc par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire avec Gaëlle, globalement, sachez qu'IFTH peut vous accompagner au quotidien. On accompagne déjà un certain nombre d'entre vous selon vos besoins. Vos besoins ils peuvent être multiples et variés. Vous souhaitez par exemple bénéficier d'une aide ponctuelle pour comprendre un besoin spécifique réglementaire. Par exemple, là, aujourd'hui, au travers de notre rendez-vous IFTH, vous avez un exemple, un échantillonnage. Mais sachez que, par exemple, vous pouvez avoir un besoin bien spécifique, par exemple, sur le nouveau règlement sécurité générale des produits. On a quelques interrogations, quelques questionnements de la part d'industriels. Quelles sont les conséquences de ce nouveau règlement sécurité générale des produits sur les produits textiles d'habillement, par exemple? Sachez qu'on propose des diagnostics réglementaires sous forme d'un échange en visio d'1 heure avec un expert IFTH. Vous pouvez échanger, poser toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, on propose une offre où ces échanges, ces diagnostics réglementaires peuvent se faire à l'unité, mais vous pouvez acheter, prendre un abonnement de plusieurs heures, des paquets de 5 heures ou 10 heures répartis sur une année sur diverses thématiques. Ça peut être effectivement les éco-modulations, la loi AGEC, ponctuellement sur REACH, les substances dangereuses, préoccupantes, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.
vous souhaitez aller un peu plus en profondeur, comprendre un peu plus une réglementation et former vos équipes, nous avons de nouveaux modules de formation 2025 disponibles sur notre site internet. Et là, je vous invite à aller le consulter. Vous verrez, on a établi des formats courts de 2 heures en visio, avec là, à différence du diagnostic réglementaire, c'est que vous repartez avec votre support de formation. Donc, ce sont des formats de 2 heures où vous choisissez, c'est à la carte, sur les thématiques qui vous plaisent. Et puis, donc, par rapport aux écomodulations, vous souhaitez solliciter une prime écomodulation label environnemental, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction. Et sachez que votre Ecotex, IFTH vous permet de demander les labels Ecotex, notamment le label Made in Grid. Si vous êtes plus intéressé par la prime écomodulation durabilité, nous proposons toujours les packs tests écomodulation durabilité. Nous les avons mis à jour par rapport aux nouvelles écomodulations, aux nouveaux formats, nouveaux seuils, aux produits éligibles, aux nouveaux produits éligibles. Nous avons mis à jour. Donc là également, n'hésitez pas à contacter mes collègues. Et puis, dernière possibilité qui s'offre à vous. Et là, je vais laisser du coup Gaëlle vous en parler. Je vais lui laisser le mot de la fin pour clôturer ce rendez-vous. Merci Carole. Pour ce mot de la fin, on vous offre un accompagnement sur la durabilité physique. Donc cette nouvelle offre voit le jour en ce moment et vous pouvez venir vers nous pour pouvoir tester vos produits. On a décliné ça en plusieurs étapes. La première, c'est de vous accompagner sur l'identification des tests associés à votre produit, la catégorie du produit, ses spécificités, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, et d'élaborer le plan de contrôle avec vous, avec nos laboratoires. Et puis, derrière, je vous propose un accompagnement spécifique et en 2 étapes. Donc, tout d'abord, je peux vous accompagner pour calculer votre score, comme on l'a fait dans Durabi. En l'attente de la sortie des normes et des décisions réglementaires, ça ne vaut que pour votre intérêt et votre positionnement et votre, j'allais dire propre branding, mais votre propre commercialisation. Mais en tout cas, ça vous permettra de vous positionner, de savoir où vous êtes par rapport à ce score, peut-être par rapport au produit que vous avez déjà testé dans le projet, et de pouvoir comparer les choses et avoir une donnée tangible. Donc ce score, on peut vous l'obtenir, vous le calculez à partir des résultats de test. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu plus, on vous propose aussi un accompagnement, comme le disait Carole, d'1 heure en expertise vraiment ad hoc pour répondre à vos questions, faire un petit peu de SAV, comme je l'ai dit, et puis vraiment vous familiariser avec la méthode, vous expliquer les tenants, les aboutissants, vous montrer un peu les bancs d'essai si vous n'êtes pas familier avec ça, et puis vraiment vous donner un tout petit coup de pouce supplémentaire pour bien comprendre les données, bien comprendre le score et vous approprier tout ça. Voilà, donc il y a une offre déclinée en plusieurs étapes que vous pouvez choisir à la carte selon votre besoin. Eh bien, merci Gaëlle. Je t'en prie. Voilà. Il y a plusieurs questions dans le Ouais, chat. Donc, énormément sur l'écomodulation et parfois très technique pour le coup. Je ne suis pas sûre qu'on ait toutes les réponses, hein. Carole, je vais te laisser Alors, balayer, mais voilà, je pense d'accord. qu'effectivement, il va falloir repositionner les rôles. D'accord, très bien. Alors, bon, je vois que Gaëlle, merci, tu as répondu pour les puces RFID. Voilà, elles ne sont pas considérées comme ce sont des éléments de traçabilité parfois nécessaires dans la filière textile-habillement, donc vous ne serez pas pénalisé avec les puces RFID. Alors ensuite, nous savons que le monde de la mode travaille très en amont de la mise sur le marché des produits. Comment expliquez-vous de publier un cahier des charges en décembre 2024 pour une mise en application des produits en 2025 déjà produit? Il est donc difficile de faire les tests sur site lors de la production. Écoutez, cette question, malheureusement, IFTH ne peut pas y répondre puisque moi, je ne fais que vous lire le cahier des charges de Refashion. Je vous explique ce qui a été publié. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Donc, je vous invite à... Ouais, on a parmi nos auditeurs des membres de Refashion. Si vous avez envie d'apporter des compléments, si vous pensez que ça peut être l'endroit, n'hésitez pas. Ou alors, on peut aussi donner vos coordonnées pour que les gens se tournent directement vers Refashion en B2B, si à convenance. Voilà.
Donc, je vois que c'est déjà le cas pour 2024. Les déclarations des REF ont été déclarées tout au long de l'année. Bah, c'est très bien. Continuez à les déclarer tout au long de l'année puisque Refashion peut avoir des fois des pics de demandes et avoir du mal à les étudier. Donc, essayons de fluidifier le dépôt de vos demandes, l'envoi de vos documents. N'hésitez pas à lancer régulièrement les contrôles de durabilité sur vos produits. Les nouveaux pack tests étant beaucoup plus complexes, donc plus coûteux, les bonus vont-ils être revus à la hausse? Pareil, c'est une question qui concerne Refashion. C'est pas nous qui définissons les bonus. Nous sommes un centre technique, un laboratoire, et donc la définition du bonus, c'est bien l'éco-organisme ainsi que la définition des malus, de la prime, pardon, et de la pénalité, c'est bien Refashion qui le définit. Si sur E25, nous n'avons pas entièrement des tests demandés car publication du cahier des charges en décembre, les tests complémentaires pour être en accord avec les nouveaux tests seront-ils acceptés? Pareil, les règles d'acceptation, c'est Refashion. Nous, on n'est pas là pour se substituer à Refashion en termes de dossiers on va dire, de dossiers à déposer. C'est vraiment, si vous avez des questions spécifiques administratives sur les demandes de primes ou les déclarations de pénalité, tout ce qui est dépôt de dossier, il faut vraiment interroger Refashion. On ne double pas le coût des tests, mais des échantillons fabriqués pour les tests. Après, tout va dépendre du type d'essai. Parfois, le vêtement, alors effectivement, si vous êtes sur des toutes petites pièces, on va vous demander un peu plus de petites pièces que sur des échantillons un peu plus grands. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là à envoyer des grands échantillons. Un t-shirt en XL offrira plus de possibilités au laboratoire pour faire des prélèvements plutôt qu'un t-shirt taille 14 ans, par exemple. En termes de tarifs de test sur les produits regroupés, t-shirt manches courtes, manches longues, est-ce que le labo accrédité sont au courant et formés? Écoutez, IFTH est au courant et formé puisque je vous en ai parlé. Et puis, on a l'habitude, j'ai travaillé en certification EPI, c'est ce qu'on faisait déjà sur le vêtement de protection pour aider effectivement la filière à optimiser ses essais. Voilà, ils nous envoyaient tout un échantillonnage et en fait, on disait, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'instaure avec, bien sûr, le laboratoire. Vous allez instaurer votre dialogue avec IFTH. Vous allez dire, voilà, je vous contacte pour avoir une offre tarifaire pour des t-shirts et je vous les décris, mes t-shirts. Il y a un t-shirt manche courte, un t-shirt manche 3/4, un t-shirt manche longue. Et donc là, à partir de là, on saura qu'on va devoir répartir les essais sur ces 3 références. Et donc, du coup, il n'y aura pas forcément plus d'essais réalisés. Par contre, question subsidiaire, quelle est votre gamme de coloris? Et en fonction de la gamme de coloris, on pourra du coup ajuster le coût des essais à réaliser. Donc, lors de votre consultation, n'hésitez pas à être le plus précis possible sur vos références et sur votre gamme de coloris. Est-ce qu'un tissu blanc à motif... Pardon? Oui. Non, justement, les coloris. Voilà. Est-ce qu'un tissu blanc à motif multicolore doit être testé comme coloris clair ou mis de côté car fond blanc? Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, ça va dépendre de votre motif multicolore, mais bon, je pense savoir que c'est quand même, en général, il peut y avoir des motifs qui sont assez visibles et des motifs multicolores, avec notamment de présence de motifs noirs, bleu marine, des fleurs, etc., de différentes couleurs. Là, il faut le tester. C'est pas considéré comme du blanc. Il faudra. Et donc, du coup, quand on teste, on va par exemple, les solidités coloris, on va découper un échantillon représentatif sur les motifs colorés. On ne va pas découper l'échantillon sur l'endroit où c'est blanc. Simplification n'est pas vraiment le terme à utiliser. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'ils ont essayé, voilà, ce qui a été essayé de faire, préciser et de simplifier notamment pour les gammes de coloris. Est-ce qu'une broderie placée, petite surface en lurex, est concernée par les pénalités? Pas de notion de proportion sur le produit. Alors, tout ce qui est placé par-dessus, tout élément qui est rajouté n'est pas concerné par une pénalité. Voilà. Donc, effectivement, votre broderie placée ne vous place pas dans la pénalité. C'est ce que tu me disais pour un écusson ou pour des choses rajoutées. Rajouter, voilà. Des strass, par exemple, rajouté, cousu par-dessus, n'est pas concerné par la pénalité.
Et vraiment quand c'est dans le tricot, dans le dans, tissu. Voilà. dans le top. Alors, à ce propos, hein, quand on parle de pénalité sur les fibres métalloplastiques, il n'y a pas de quantité sur la présence de ces fibres métalloplastiques. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'elles ne sont pas présentes sur l'étiquetage de composition. Parce que parfois, elles sont peu présentes sur le vêtement, donc elles ne sont pas forcément citées sur l'étiquetage de composition. Donc, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas citées sur l'étiquetage de composition que votre vêtement ne sera pas concerné par une pénalité. Dès lors que, par exemple, vous avez un petit liseré en lurex, par exemple, sur votre encolure, eh ben, vous êtes concerné par cette pénalité, pardon, du fait que c'est incorporé par exemple, dans le tricot de votre pull. Les mesures pour stabilité dimensionnelle ne sont-elles pas celles de la norme? Alors, la norme dit, en fait, la norme pour les stabilités dimensionnelles va vous dire, voilà, vous utilisez telle machine avec tel cycle d'entretien, telle poudre à laver, mais elle ne va pas vous dire précisément, vêtement par vêtement, où prendre les mesures. Voilà, non, la norme ne le dit pas. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté que l'étude, d'ailleurs, l'étude Durabile l'a mis en évidence, et c'est pour ça que Refashion l'a désormais précisé. Voilà, la norme ne vous dit pas, il faut prendre 3 mesures ou 4 mesures sur un pull. Non seulement elle ne vous dit pas le nombre de mesures, mais en plus, elle ne vous précise pas l'endroit où il faut prendre des mesures. Pour les shorts en chaîne et trame, comment savoir s'il s'agit de shorts Bermuda qui rentrent dans la catégorie de J'ai répondu à cette question un peu plus bas. Très bien, merci. Simplement, si j'ai fait une réponse erronée, que Refashion n'hésite pas à me corriger. C'est tout. La réponse est à vérifier. Selon moi, le Voilà. denim est à considérer dans cette sous-catégorie denim. Un short hors denim devrait donc être dans pantalon. Alors après, concernant le montant des pénalités, donc là, je vous ai mis à l'écran tout simplement le fichier que je vais télécharger sur le site de Refashion. Quel est le montant de la pénalité sur le lurex? En fait, vous voyez, là, vous avez une colonne pénalité avec une colonne et plus précisément présence de fibres métalloplastiques. Et on voit que le montant de cette pénalité, elle varie en fait en fonction de quoi? En fonction du vêtement. Voilà, en fonction de l'article qui est concerné. Donc, pour répondre à votre question, je vous invite à télécharger cette nomenclature barème 2025 sur le site internet de Refashion. Les seuils de test 2025 seront-ils valables pour 2026? Oui, puisque normalement, on vous verse les... Alors après, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais vu que les primes et la facturation des pénalités seront réalisées en 2026, effectivement, ils vont tenir compte de ce qui aura été fait en 2025, tout à fait. Ils calculent, elles sont calculées, ces primes et ces pénalités, en fonction de vos mises sur le marché 2025. Voilà. Pour les ensembles de sport de 3 à 3 pièces en survêtement, quel test faut-il mener pour un produit en maille? Faut-il effectuer l'ensemble des tests sur les bas de survêtement dans la catégorie pantalon, short, legging et pour ceux de la catégorie... Et oui, tout à fait. Sur un ensemble 2 à 3 pièces, par exemple le sweat et le pantalon, c'est considéré comme deux produits différents. Deux pièces différentes, tout à fait. Y a-t-il un logo Refashion pour communiquer aux consommateurs que le produit respecte les critères d'éco-modulation durabilité? Non. Alors, ce n'est pas une labellisation, c'est simplement, vous pouvez, si vous souhaitez demander une éco-modulation de durabilité, c'est pas obligatoire, hein, ce n'est pas obligatoire. Par contre, la pénalité, vous devez la déclarer, elle est obligatoire. En fait, ce qui est obligatoire, c'est que vous devez payer vos éco-contributions auprès de l'éco-organisme. Et après, du coup, vous pouvez moduler cette éco-contribution au travers des primes. Et malheureusement, parfois, certains produits sont pénalisés pour les pénalités de recyclabilité. Donc non, il n'y a pas de logo. Par contre, comme je le disais, vous devez communiquer si vous êtes concerné par le seuil des 10 millions de chiffre d'affaires, vous devez communiquer sur vos primes et pénalités dans vos fiches qualité. Voilà, la fiche produit, qualité et caractéristiques environnementales qui, elle, est obligatoire, doit être dématérialisée sur un site internet. Et ça, c'est une autre facette de la loi AGEC. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, typiquement, un accompagnement complémentaire loi AGEC, fiche produit, peut vous être utile. Les brassières sont éligibles pour les filles en
enfants. Est-ce également le cas pour les femmes adultes non précisées dans la nomenclature? Si oui, les tests à soumettre sont-ils les mêmes que ceux pour les enfants? Je pense que sur cette question, alors je vais me permettre de citer Eric, et avec toutes mes excuses s'il est encore là, mais il avait super bien répondu lors de la commission Marc à ce genre de questions, puisqu'on est un peu sur une année charnière. Donc si jamais Eric veut prendre la parole ou peut prendre la parole, je veux bien lui passer, sinon j'essaierai de répondre. Ok. Ouais. Bien, Je suis merci. encore là. Merci, Le je micro suis est ouvert. désolée, mais ce sera beaucoup plus précis. Non, mais j'invite tout le monde, je pense, c'est pas vraiment le jet là, de prendre la place ou le micro plus que ça, mais du coup, j'invite les participants effectivement à aller consulter l'ensemble des documents et à nous adresser leurs questions particulières. On a essayé d'être assez précis et donc je pense notamment dans le document que vous avez montré, Carole, sur la nomenclature, vous verrez que les produits qui sont éligibles, voilà, sont indiqués en colonne I pour ce qui est de l'EM1 en particulier. Donc, du coup, logiquement, vous retrouverez la lingerie avec la lingerie pour répondre à ça, notamment, quoi. Merci. Montant des primes et pénalités par... Voilà, très bien. Super, le lien a été communiqué, parfait. Bonjour, pourriez-vous préciser les liens entre les travaux durables et les exigences liées à l'affichage environnemental textile? Calcul. Alors, Ça, c'est la question bonus, on peut peut-être y répondre en tout dernier. bon, Ça sera la conclusion. voilà, allez, on se la garde, il ne faut pas l'oublier. Sur la nomenclature et le barème des éco-modulations, la colonne tarif correspond-elle bien au prix de la contribution versée à Refashion? Alors là, sur le fichier qui apparaît, c'est le barème des éco-modulations. Voilà, on n'est pas sur le barème de vos éco-contributions. C'est en fait, ce sont les primes et éventuellement les pénalités que vous allez devoir payer en plus de l'éco-contribution et les primes qui vont venir se retirer, vont se soustraire entre guillemets à votre éco-contribution. Donc c'est Alors pas du coup, comme vous m'avez donné le droit à la parole, Carole, je vais préciser, parce que comme la question est, est-ce que la colonne tarif correspond au prix de l'éco-contribution? Oui, la colonne tarif, c'est bien le prix de la contribution payée par le produit dans la catégorie. Et par contre, le montant de la prime, il est oui, d'accord, ok. sur les D'accord, colonnes K ou suivantes. Mais il y a bien sur ce même document, effectivement, pour les deux. 2025, le prix de la contribution et les montants de primes sous réserve de calcul des seuils et des catégories qui sont aussi expliqués dans le guide. Et donc, j'invite tout le monde à consulter ce guide. Et j'en profite aussi parce qu'effectivement, tout à l'heure, il y avait une remarque sur la simplification. Je ne crois pas qu'on ait, nous, dit qu'on voulait simplifier particulièrement le fonctionnement. L'idée, c'est qu'effectivement, chacun puisse s'en emparer. Et du coup, je rejoins plutôt ce que vous avez exposé, Carole. L'idée, c'était plutôt effectivement de faire un document qui se veut être plus complet que les années précédentes. Il y a sans doute encore quelques trous dans la raquette et justement, on essaie d'améliorer ce document au fur et à mesure pour que les règles soient claires, compréhensibles, applicables par tous. Et sans qu'il y ait un metteur en marché qui ait une interprétation et un autre metteur en marché qui puisse avoir une interprétation différente. Et c'est le cas aussi pour les laboratoires. Donc, ça en fait un document qui est peut-être un peu plus lourd, qui paraît peut-être un peu moins simple, effectivement, de prime abord, mais on espère que chacun pourra, du coup, en prendre connaissance et comprendre les règles qui sont précisées. Voilà. Merci. Ensuite, auriez-vous des informations relatives à l'harmonisation de la REP textile au niveau européen, mise à jour de la directive déchets? Donc effectivement, la directive cadre déchets est en cours de révision. Là, j'ai pas tous les éléments concernant sous la main concernant la REP textile, mais effectivement, il est bien question de mettre en place une REP textile dans le cadre de la révision de cette directive.
Où peut-on trouver la méthode de calcul du score durabilité physique? Est-elle la même que le Même que le PEF-CF? Voilà. Alors, concernant le PEF, nous, IFTH, nous ne sommes pas membres du Technical Secretariat. Donc, voilà, nous n'avons pas participé à l'élaboration du PEF. Le PEF, c'est bien un outil de calcul de score environnemental. C'est ça, le PEF. C'est un outil de calcul de score environnemental. Et dans le PEF, vous avez effectivement également la possibilité en fait, de moduler ce score environnemental grâce à une partie, à un coefficient de durabilité. Moi, je vous invite alors, à ma connaissance, le PEF n'est pas publié. Il me semble avoir entendu qu'il serait peut-être disponible voilà, au printemps. Moi, je vous invite à aller sur le site internet du PEF, le site européen du PEF, poser peut-être la question où il en est, quand est-ce qu'il sera publié. En tout cas, nous, IFTH, dans le cadre de Durabi, l'objectif était bien d'établir une norme française et européenne. On a été ravis de pouvoir aller au-delà, de partager tous ces résultats avec le PEF. Donc, et puis maintenant, j'ai envie de... Voilà, On avance sur la norme. On avance sur la c'est norme. ça. Pour compléter, la méthode sera dans les normes qui arrivent. Donc, Voilà. sous un mois, vous pourrez voir l'application de cette méthode au t-shirt et puis ensuite, la suite arrivera sous peu. Et je serais ravie sinon de vous l'expliquer pendant un entretien pour approfondir un petit peu votre compréhension de comment on fait ce score et à partir de quelles données il se base. Voilà. Alors, il est 18h, je me dépêche. Il y a encore beaucoup de questions. Alors, euh, les on peut- obligations pour des entreprises qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Alors, il y a d'autres obligations, j'ai envie de dire, mais concernant la publication de la fiche qualité caractéristique environnementale produit, non. Voilà. Quand je parlais de 10 millions, c'était par rapport à ce point spécifique de la loi AGEC. Sur un modèle où le seul coloris qui change est la ceinture ou le bord coloré et non la matière principale, considère-t-on que c'est un autre coloris? Alors ça, il faudrait voir, c'est au cas par cas. Là, je n'ai pas la réponse comme ça, là, tout de suite. Il faudrait analyser plus précisément le produit. Je n'ai pas la réponse. Mes collègues du laboratoire auraient peut-être la réponse. Les tests menés qui respectaient le cahier des charges en 2024 et qui étaient Pardon? Non, vas-y. Et qui étaient conformes, doivent-ils de nouveau être soumis à des tests qui ont été ajoutés? S'il y a des tests qui ont été supplémentaires. Compte tenu qu'il y a quand même des précisions qui ont été apportées, comment réaliser les essais, des tests sur produits finis, réalisés au même moment dans des laboratoires accrédités, il faudra veiller, j'ai envie de dire, veiller à ce que toutes ces précisions ont été respectées. Et il me semble que, voilà, s'il y a des nouveaux tests, si vous êtes sur une catégorie où il y a des nouveaux essais qui ont été rajoutés, il faudra refaire le package. Après là, je vous invite à contacter Refashion pour vraiment affiner en fonction de votre typologie de produit. Est-ce que les trousses scolaires et sacs à dos sont concernés? De mémoire, non, ils sont exclus. Là, attendez, il y a un petit onglet. Ouais, j'ai dans perdu. les accessoires, Voilà. non. Pareil, à ma connaissance, non. Voilà, vous avez un petit onglet exclusion. Et donc voilà, la REP Refashion, NA non applicable. Et donc effectivement, ici, on a des choses qui sont exclues. Après, à vérifier auprès de Refashion. C'est exclu de la REP. Voilà. Vérification directe. Merci, ouais. Qu'en est-il de la durabilité sur les EPI? Certains EPI sont couverts effectivement par la REP Refashion. Du coup, je vais garder ce petit tableau très bien fait. Effectivement, par exemple, là, on voit voilà, les gilets de sécurité réfléchissants, vestes de sécurité réfléchissants, fluorescents, par exemple, qu'on met pour aller faire son jogging ou faire du vélo, sont couverts par la REP. Ce sont des EPI de catégorie 2 et malheureusement, ils seront même couverts par une pénalité si vous avez, par exemple, un système de LED clignotant. Donc, tous les EPI ne sont pas forcément couverts. On est bien d'accord, on parle de pays grand public. Certains, et donc il faut parcourir la nomenclature, le tableau.
Alors, la question bonus, on ne l'oublie pas. Allez, on y va. Allez, j'y vais. Alors, sur la question bonus, que je remonte ici, j'étais dessus, mais ça a glissé. Voilà. Auriez-vous des informations relatives à l'harmonisation de la REP textile au niveau européen? Non, c'est pas celle-là. Pardon. Non, c'était Ça- sur, je crois, ouais, l'affichage voilà. environnemental. Donc, pourriez-vous préciser les liens entre les travaux d'Urabi et les exigences liées à l'affichage environnemental textile? Est-ce que, par exemple, dans Ecobalise, aujourd'hui, il n'y a que la durabilité émotionnelle qui est prise en compte? Voilà. Cette question reste compliquée en l'état actuel des connaissances, puisque effectivement, l'État français est en train d'incorporer la durabilité à son calcul environnemental pour l'affichage. Néanmoins, dans un premier temps, effectivement, on reste. Alors, ils appellent ça durabilité émotionnelle, ou c'est pas tout à fait ça. C'est plus des critères de vente, finalement, des critères marketing. Donc, oui, ils sont basés sur cela pour l'instant. Mais dans un deuxième temps, ils parlent quand même, hein, en l'état actuel des connaissances, de prendre en compte la durabilité physique et de le faire a priori à date, selon le référentiel de durabilité physique du PEP, qui lui-même se base sur, allez, à peu près à 80% sur nos recommandations de Durabi. Maintenant, on attend les avancées pour savoir comment ça va se faire. Et on va continuer d'abreuver un peu ces débats avec nos données, nos recommandations. Merci. Et donc, ben voilà, il y avait une dernière question sur l'accréditation. Effectivement, en fait, vous devez fournir des rapports d'essai pour lesquels les essais sont accrédités 17025. L'accréditation 17025 est là pour garantir que les essais sont répétables, reproductibles. Si, par exemple, le COFRAC en France vient auditer, surveiller les laboratoires en France et délivre du coup cette accréditation 17025. Et tout à l'heure, donc j'en ai parlé, c'était dans ce cadre-là. Voilà. C'est pas une accréditation Paris Fashion. Voilà. Eh ben, Est-ce Je qu'on a crois qu'on a répondu à fait le tout? tour. Je voilà. crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ah, vous avez fait le tour parce que c'était dense. Ben, voilà, Personne ne même. reste sans réponse, tout va bien? Alors, Donc oui, voilà, je vous invite vraiment à télécharger tous les documents de ReFashion. On a vu un exemple là. Ils sont riches. Complet, oui. Mais voilà, très complet, très riche. Moi, je vous ai fait, quoi, voilà, avec Gaëlle, on a fait une extraction des points qui nous paraissaient les plus importants, essentiels. On n'est pas exhaustive. Il peut y avoir des cas particuliers. Donc voilà, je vous invite à les télécharger et à les lire. Et voilà, normalement, tout devrait s'éclaircir. ouais. Et puis, Je crois que la volonté de tous les acteurs est de simplifier, mais le sujet en lui-même reste complexe. Donc, on entend bien autour de la table virtuelle aujourd'hui que ce sont les échanges qui font qu'on peut apporter des réponses petit à petit. On est vraiment dans l'expérience aujourd'hui, tous. Nous, sur des paillasses, je pense que ReFashion est dans l'expérience aussi, voilà, de l'apprentissage de cette durabilité, puisque c'est le sujet pour nous aujourd'hui. Les remontées que vous faites aux acteurs qui sont concernés là aujourd'hui, elles sont précieuses. Évidemment, toutes les questions, pardon, n'ont pas de réponse aujourd'hui, mais sans doute que demain, oui. Donc voilà, c'est important de rester connecté, en contact des démarches françaises et européennes, puisque finalement, n'oublions pas que tout ce qu'on fait en France, hein, à un moment donné, l'Europe va dire, hop, c'est comme ça. Donc c'est important aussi, et c'est pour ça que nous, en tant qu'IFTH, mais d'autres acteurs aussi, s'impliquent. Hein, je pense que Gaëlle, elle a une journée. Elle parlait anglais quand elle est arrivée tout à l'heure. Elle était en train de justement sur ce sujet. Je pourrais vous le Voilà, faire en bilingue bientôt. ce travail, c'est vraiment presque du travail du quotidien. C'est un travail qui, pour nous, on a 2 ans maintenant de recul. On est aujourd'hui capable de vous fournir des réponses à travers les tests et à travers tout ce qu'on peut vous proposer. Mais c'est aussi important d'avoir votre retour. Voilà. Et puis, je crois tiens à on va remercier Eric. terminer. Merci Ouais. pour les C'est interventions également. Merci Nombreuses beaucoup. questions pour ReFashion ce soir. Donc, merci beaucoup. Et puis, écoutez, si nous avons fait le tour, on va clôturer cette session. En remerciant vous étiez encore nombreux. Et puis rendez-vous le mois prochain
pour, j'espère, de nombreuses personnes pour un rendez-vous FTH qui sera plutôt consacré aux matières. Cette fois, on va parler plutôt d'innovation, je pense. Et ce sera normalement le 13 mars. Merci beaucoup. À Bonne tous. fin de journée. À très bientôt. Merci, au Merci à revoir. tous. À bientôt. Merci, au revoir.